le phishing, c'est vraiment de l'ingénierie sociale, c'est basé sur les événements, c'est basé sur plusieurs autres facteurs, notamment la peur. On essaie là de toucher vraiment la conscience humaine, de toucher le subconscient humain. Voilà. Donc, on va continuer. Oui. Vous pouvez continuer, vous pouvez continuer. D'accord. Donc, juste pour voir un peu les objectifs du phishing, les objectifs, ils sont clairs. Donc, on commence déjà par ou bien casser la confidentialité d'une personne, d'une entreprise, d'un groupe. Donc, tout ce qui est information confidentielle en interne, ça peut être des données financières, ça peut être pas mal d'autres informations utiles, ça peut être des secrets industriels. Donc, récupérer peut-être des logins, des mots de passe, pour des logins de mots de passe, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel, pour accéder à des plateformes. Mettre à mal la disponibilité de l'entreprise. Donc là, je parle surtout du système d'information. Essayer de pirater, de créer une indisponibilité du système, un ralentissement. Donc, extorsion d'argent dans le cas où le malfaiteur a quelque chose de contrariant concernant sa victime. Un ciblage commercial, et on va voir par la suite comment ça se passe. Donc, c'est surtout pour avoir des informations sur la société qui vont être exploitées pour des fins de marketing ou d'exploitation commerciale pour vendre plus à une société. Ou bien vérifier l'activité de la boîte email, si l'utilisateur de cette boîte email il est actif, si la boîte email elle est toujours utilisée ou pas. Et là, toujours, ça entre dans le cadre commercial de la chose parce que, ou bien, il va être exploité directement, cette adresse email, ou bien elle va faire partie d'une base de données qui va être vendue par la suite à un malfaiteur qui va l'utiliser pour une raison ou pour une autre, peut-être même pour une campagne de phishing. Donc, les risques et menaces, concernant les risques et les menaces, là, on va surtout voir le principe de la défense en profondeur. Donc, c'est un principe qui nous vient de chez Gellert 2014, donc Vauban, un architecte militaire, et qui a fait le choix de fortifier les lieux, fortifier les édifices. Une autre approche qui ne ressemble pas du tout à l'approche classique, en fait, il va prendre chaque zone et il va la fortifier distinctement selon bien sûr les contraintes du lieu. Donc là, juste pour donner, pour vous mettre un peu dans le bain, on va juste donner des exemples tout ce qui concerne vulnérabilité, menace et risque, les différences. La vulnérabilité, si on prend un exemple, la vulnérabilité, ça peut être le manque de maintenance. Exemple d'un data show, d'un projecteur, un vidéoprojecteur, qui est vulnérable, il a un problème au niveau d'une pièce. Cette pièce, donc la vulnérabilité, c'est la pièce. La menace, c'est on n'a pas changé la pièce, on ne fait que la bricoler à chaque fois. Le risque, c'est que ça prenne un court-circuit et que finalement, ça tourne vers un incendie. Donc, tout ça, c'est en quelque sorte, c'est juste la définition et la différence entre vulnérabilité, menace et risque. Et d'où la résolution en profondeur. Donc, pour justement maîtriser et gérer ce risque-là, il n'y a pas mieux d'aller travailler sur la vulnérabilité directement. Et là, il faut corriger cette vulnérabilité comme ça. On diminue le risque et on maîtrise ou on diminue la menace, pardon, et on maîtrise et on gère le risque. Donc là, c'est ce qu'on appelle la résolution en profondeur. Dans le contexte du phishing, la vulnérabilité, c'est surtout l'employé, l'utilisateur, c'est celui qui va utiliser sa boîte email. Donc, il faut le sensibiliser. Donc, pour essayer de dépasser cette vulnérabilité, il faut tout simplement le sensibiliser parce qu'on va voir par la suite que le système, c'est vrai qu'on peut ajouter pas mal de modules de sécurité, mais ça n'empêche, il y aura des fois où des emails de phishing pourront parvenir jusqu'à la boîte de l'utilisateur. Donc, la menace, c'est que la pièce jointe ou le lien sur lequel l'utilisateur va cliquer exploite une vulnérabilité qui se trouve au niveau d'un ordinateur ou bien au niveau d'une application sur un terminal et que la vulnérabilité soit exploitée. Le risque, bien sûr, c'est de mettre à mal le système d'information de l'ensemble de l'entreprise
suite à un petit incident de rien du tout, suite à une personne qui n'était pas sensibilisée, qui n'a pas su détecter cette tentative-là. Donc là, c'est techniquement parlant, ce qui va se passer, en fait, c'est que l'email va contenir, comme j'ai dit, un lien, donc une pièce jointe aussi peut-être. Cette pièce jointe va exécuter un code. Le code va exploiter deux types de failles. On parle de faille 1D. Je vous explique, n'ayez pas peur. Une faille 0D, c'est une faille qui existe, mais à laquelle on n'a pas de correction, on n'a pas de mise à jour. Une faille 1D, c'est une faille qui est connue. Il y a une mise à jour pour corriger ça, mais la personne ne l'a pas installée. Elle a oublié, elle n'a pas trouvé le temps, elle a négligé. Du coup, elle va être exploitée. Et c'est justement, dans 90% des cas, c'est le type de faille qu'on exploite. C'est des failles très connues qui vont être exploitées. Bien sûr, la menace, c'est bien sûr d'exploiter la faille. Le risque, bien sûr, c'est de contaminer le système d'information dans sa totalité ou bien de façon partielle. Ça dépend de la dimension du système d'information et de sa configuration. Ahmed, vous pouvez nous dire plus, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, si Younes, vous avez parfaitement raison. L'idée ici de faire du phishing, c'est surtout de collecter des informations sensibles pouvant nuire à un organisme, soit pour les revendre à la concurrence, soit pour les utiliser à ses propres fins. Mais toujours est-il que ceux qui font le phishing ont le même moteur que ceux qui ciblent directement des serveurs. C'est plutôt l'aspect financier, c'est l'aspect de réputation qui est toujours derrière. Donc, ces malfaiteurs tentent toujours d'atteindre soit votre image, soit de savoir un peu les secrets dont vous disposez. Et c'est ça vraiment l'idée. Comme je pense que vous avez tout dit, le phishing se présente soit en deux aspects. Soit vous avez un lien malicieux qu'on vous met, sur lequel vous devez cliquer pour enseigner des informations, ou qui va exécuter du code malicieux sur le navigateur sur lequel vous allez ouvrir le lien. Et vous avez la deuxième option où vous pouvez avoir un fichier malicieux. Ça peut être un document Word avec ce qu'on appelle les macros. Aujourd'hui, c'est vraiment les phishing avancés parce que les documents Word, il faut le savoir, disposent de codes malicieux. On peut développer des codes. À la base, ce sont des codes que Microsoft a mis à la place pour automatiser certains processus dans les documents Word. Notamment, vous voulez faire la mise à jour des pages, vous voulez charger du contenu dans des tableaux automatiquement. Il y a un langage qui s'appelle les macros qui est utilisé pour travailler dans les documents Word. Mais il se trouve qu'on peut développer un code malicieux qui a l'air d'un virus avec cette technologie de Microsoft et l'intégrer dans un document Word. Et ensuite, quand vous recevez le document Word, vous l'ouvrez et ça s'exécute. Aujourd'hui, c'est le vecteur qui est le plus utilisé parce que les fichiers PDF malicieux commencent à être très touchés par les antivirus, mais lorsqu'on touche un document Word, il n'y a pas de possibilité pour un antivirus de détecter ça facilement. C'est surtout cet aspect que je voulais rapporter. Oui, effectivement, Ahmed, vous avez raison. On va voir ça par la suite au niveau de cette présentation même. C'est vrai que la suite Office, c'est le logiciel, ou bien c'est la suite la plus utilisée pour le phishing, tout simplement parce qu'elle englobe pas mal de failles et aussi parce que ces failles-là ne sont corrigées qu'après au maximum un mois. Donc, il y a des mises à jour de façon mensuelle. Du coup, ça laisse le temps pour les malfaiteurs pour exploiter ces failles-là. Et vu qu'elle est la plus répandue en termes de suite pour l'édition et pour la bureautique, vu qu'elle est la plus répandue, du coup, elle est, en termes de recherche de failles de sécurité, elle est la plus concernée par ces recherches-là. Du coup, on a pas mal de failles de sécurité qui apparaissent chaque mois. D'où la nécessité, encore une fois, de mettre à jour toujours et toujours vos systèmes et aussi les outils que vous utilisez. Donc, on passe vers la seconde diapo qui concerne les risques. Là, les risques en termes les risques sur la société il y a toute une panoplie de risques, mais on a choisi 5 risques donc, qu'on retrouve à chaque fois. Donc, c'est les risques sur la pérennité des données de la société. Une société qui a des données fiables, bien sûr, elle va être efficiente, elle va connaître l'efficience en termes de service pour ses clients. Donc, si jamais une partie des données est touchée, donc c'est tout le business qui va être touché. Donc, il y a aussi le risque de la disponibilité des services.
Donc, il peut y avoir une indisponibilité ou bien un ralentissement d'un service suite à une attaque. Donc, il y a un risque réglementaire. Donc, parce que vous n'avez pas sécurisé un volet de votre système d'information, surtout si vous êtes un OIV, donc un organisme d'importance vitale. Il y a le risque sur l'image de marque de la société. Et là, on peut citer plusieurs sociétés à travers le monde, des groupes, de très, très gros groupes, qui ont été victimes de piratage avec cette technique-là. Et aussi, le risque financier, c'est un risque qu'on trouve un peu partout. Donc, il y a dégradation de services, des pertes de clients, donc un risque financier, ou bien des poursuites judiciaires dans le cas où vous êtes poursuivi juridiquement parlant par un État ou par un consortium ou par une association de consommateurs ou de professionnels. Donc, voici quelques informations pratiques avant de continuer. Donc, les menaces potentielles, c'est surtout, ça concerne surtout des imprudences humaines, comme on avait dit, donc des erreurs ou des imprudences humaines. Il faut savoir aussi que dans la majorité des cas, un système d'information est piraté suite à une personne à une personne au sein de la société même, donc qui travaille au sein de la société même, qui va aider le malfaiteur depuis l'intérieur, ou bien suite à une erreur de calcul de la part de la personne. Il va cliquer, on va démarrer, il va exécuter un fichier, qui va exécuter un code et la suite va continuer. Donc, il y a aussi des organisations criminelles, des employés, comme on a dit, corrompus, démotivés, et puis il y a d'autres raisons. Donc, voilà. Le premier impact qu'on trouve, c'est l'impact financier. Si vous regardez en bas, les 22%, ça concerne une désorganisation du travail, perte de temps, des coûts en interne pour essayer de corriger ça, donc à travers ou à travers, ça peut être aussi juste un coût au niveau en termes de charge du jour en interne. Donc, les personnes, au lieu de travailler sur un projet, ils vont être dédiés à 100% et auront un temps continu sur la tâche pour essayer de résoudre le problème. Donc, c'est un retard sur pas mal de projets pour corriger une seule vulnérabilité qui a été exploitée derrière. Et puis, il y a, si vous remarquez, 48%, c'est aucun. En fait, quand on dit aucun, on ne sait pas encore ce qui va être passé. Donc, le système d'information, il est bel et bien impacté, personne ne sait. Mais on ne sait pas, après, est-ce que ça va être un impact financier, un impact sur l'image de marque, on ne sait pas encore. Et ces 48% de ces sociétés-là ne savent pas qu'ils sont déjà perdus. Donc, ils sont là, ils sont en train de travailler, mais ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé derrière, parce qu'ils n'ont pas les outils pour trouver ça, ou bien ils ont trouvé, mais ça requiert du temps pour investiguer et tout. Du coup, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils vont aller restaurer, aller chercher d'anciennes configurations, d'anciennes versions du système, et ils vont les implémenter sans avoir la certitude qu'ils sont clean. Ahmed, si vous pouvez nous donner des exemples concrets concernant votre retour d'expérience dans ce sens. Ok. Ben, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la dernière phrase? Allô? Allô? Vous parlez des menaces? Oui, oui. Donc, mon retour d'expérience ici, c'est surtout le facteur de la peur. Surtout que les scénarios que nous avons constatés le plus, c'est surtout les facteurs de la peur que les gens des malfaiteurs ont pu exploiter en impliquant des scénarios que les utilisateurs finaux n'arrivaient pas à saisir. Ils sont entrés dans un scénario de panique. Et oui, ça a conduit à une imprudence humaine parce que quand vous recevez un mail, par exemple, qui vous dit que vous vous êtes abonné à un site auquel vous ne vous êtes pas abonné et qui n'est pas censé, ou vous n'êtes pas censé, par exemple, recevoir votre email professionnel dans ce site, vous entrez certainement dans un état de panique. Il peut s'agir d'un site de contenu adulte. Et là, il y a une imprudence humaine qui naît directement.
Vous voyez, l'utilisateur commence à réagir, on lui propose de se déconnecter en cliquant sur un lien et en remplissant des informations. Et sans réfléchir, sans même contacter par exemple des services techniques de son entreprise, il se met à faire cela. Et derrière, les malfaiteurs ont de nouveau des accès. Donc, c'est surtout le retour d'expérience que nous avons eu. C'est surtout ce facteur-là. Quand on fait peur, ou peut-être quand on dit, par exemple, dans une organisation, on vous dit que il y avait une plateforme qui a été créée et que vous n'avez pas rempli, vous avez quelques heures pour remplir, sinon des sanctions RH. Souvent, les gens ne prennent pas les dispositions pour se renseigner auprès de leur hiérarchie ou se renseigner auprès des collègues. Et c'est surtout le facteur qui est le plus provoqué. Le troisième facteur qu'on constate le plus, c'est les événements. Les événements comme le Covid, par exemple, lors du Covid-19, on vous dit que Netflix ou d'autres structures ont ouvert leur site à des abonnements gratuits. Et là, vous voyez encore que sans même s'informer, peut-être en ligne, lire un peu pour voir ou se renseigner de façon officielle auprès de ces sites-là, les utilisateurs commencent à renseigner des informations. Et ça, ce sont les trois facteurs que nous avons sur le retour d'expérience avec les autres clients et tout. D'accord, merci. Younes et Ahmed, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut catégoriser un peu ce qui s'est passé dernièrement avec les factures de Portnet? Un certain nombre de nos clients ont reçu des factures falsifiées en disant que les comptes vont être coupés s'ils ne payent pas, ainsi de suite. C'est un exemple parlant justement qui concerne notre écosystème. Et je pense que vu les intervenants de l'écosystème de Portnet assez souvent, donc c'est des freight forwarders qui reçoivent des factures falsifiées de l'étranger sous le nom d'un partenaire qu'ils ont à l'étranger et qui doivent payer pour un changement de compte ou un truc du genre. Et ça conduit à des malversations, ça conduit à beaucoup de... Pour revenir à des cas concrets dans notre secteur. Bien sûr, il y aura une partie où on va présenter des exemples qui ont été puisés de la réalité, donc qui ont été remontés par des clients, des partenaires ou bien même des collègues au sein de ça, juste pour mettre un peu les gens dans le bain et pour leur expliquer comment ça se passe réellement, comment des emails sont tellement sophistiqués qu'on peut pas les dissocier de la réalité. Donc, en termes de cible de ces emails-là, justement, si vous remarquez au niveau de ces diapositives, généralement, les malfaiteurs cherchent des données sensibles, donc qui concernent des données financières ou bien des données sur la santé, donc sur les fichiers clients, donc les annuaires et tout. C'est des données qui coûtent cher au niveau du dark web. Donc, ils cherchent aussi à avoir des informations qui concernent l'industrie, donc des secrets industriels et autres. Donc, à avoir... Peux-tu, s'il te plaît, expliquer un peu à l'audience ce que c'est le dark web, toi ou Ahmed? Voilà. Ahmed, D'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, aujourd'hui, Internet couvre trois aspects principalement. On a ce qu'on appelle le web public, ce que nous connaissons les pages publiques accessibles telles que les sites web de Portnet ou les sites web de LMPS Group. On a ce qu'on appelle la partie deep web, qui concerne un peu les données des entreprises. Lorsqu'une entreprise, par exemple, comme Portnet, offre des services à travers sa plateforme TradeSense, elle collecte des informations qu'elle rassemble dans une base de données, qu'elle conserve au sein d'une base de données. Cette base de données et toutes les autres bases de données contenant des informations qui ne sont pas d'ordre public sont considérées comme ce qu'on appelle le deep web. Le dark web est la troisième partie du web qui, elle, ensuite, est, si vous voulez, un Internet caché, un Internet qui n'est pas directement visible, qui a ses propres protocoles de routage, qui a ses propres moyens d'accès, où des actes criminels se passent, ou lorsque vous entendez, par exemple, parler de crypto-monnaie, la monnaie d'échange là-bas pour tout ce qui est paiement, pour tout ce qui est transaction, c'est plutôt les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Et dans le dark web, vous pouvez, généralement, c'est tout ce qui peut être considéré comme illégal, tel que la vente de stupéfiants, les criminels à gage que vous pouvez engager pour assassiner quelqu'un. Vous avez la vente d'armes. Vous avez tout ce qui concerne le child pornographique. Donc, tout ce qui contient du contenu adulte, mais malsain, qui n'est pas accepté, par exemple, dans le web, pour tout ce qui touche les enfants mineurs, tout ce qui touche les enlèvements. En réalité, c'est une partie du web qui concerne
des activités, majoritairement des activités illégales, mais vous pouvez trouver d'autres activités aussi qui sont tout aussi bien légales, telles que l'achat de Bitcoin, qui est actuellement dans certains pays très légal pour des transactions pareilles. Donc, c'est ce qui est vraiment le dark web. Si Younes, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose d'autre. Je pense, Ahmed, que vous avez tout dit. Donc, comme vous avez dit, c'est un réseau caché auquel les personnes ne peuvent pas accéder directement qu'à travers des outils qui permettent un routage spécifique, des protocoles spécifiques d'échange. Au niveau de ces réseaux-là, donc vous trouvez tout ce qui est illégal, donc tout ce que vous pouvez imaginer, même des trucs extrêmes, donc des trucs extrêmes que vous pouvez imaginer, donc vous pouvez trouver des services de fou. Donc les données, on trouve des données qui se vendent, on trouve des vulnérabilités dans des systèmes de grandes boîtes qui se vendent, on trouve des personnes carrément qu'on peut vendre, donc des trucs de fou. Donc voilà, donc, et là justement c'est là où atterrissent toute chose illégale, donc elle atterrit au niveau de ces réseaux-là, elle sera exploitée, vendue, louée pour des malfaiteurs. Donc les données donc revenons un peu à nos moutons, les données que les malfaiteurs cherchent le plus, c'est surtout des données sensibles, donc des vulnérabilités qu'on peut exploiter, qu'on peut vendre à des milliers de dollars, donc des données des clients qui sont à jour, des secrets industriels pour le compte d'entreprises concurrentes ou d'États carrément. Donc il y a tout ça. Mais aussi, il faut aussi savoir que si la majorité des gens sont piégés, c'est parce que un courrier, bon, vous savez, dans le contexte international, un courrier électronique constitue aussi une correspondance privée et bénéficie alors d'une protection qui découle de ce type de qualification. Et si, par exemple, par mauvaise foi, bien sûr, là, la mauvaise foi, il faut la démontrer, vous ouvrez, vous supprimez, vous retardez, vous détournez une correspondance de ce genre, ben, vous êtes soumis à une infraction, vous êtes soumis à la loi. Donc, si aussi vous lisez un email qui ne vous est pas destiné, c'est toujours le cas. Donc, et ça constitue une infraction pénale. Je donne juste l'exemple, par exemple, de la France, qui a une législation qui ressemble un peu à la nôtre. La France, depuis 2000, le courrier électronique a la même valeur qu'un courrier sur papier. D'accord. Au Maroc, par exemple, depuis 2005, donc, il y a eu une loi, la loi 5305, qui concerne l'échange électronique des données juridiques. Eh bien aussi, elle traite la chose de la même façon. Donc, un courrier électronique a la même valeur qu'un écrit sur papier. Donc, c'est pour ça justement que les personnes cherchent à imiter des emails qui ressemblent à des emails officiels de plusieurs entreprises, de plusieurs personnes. Donc, on passe pour... Donc voilà, voici un exemple juste pour voir un peu comment ça se passe au niveau des emails, donc génériquement parlant. Donc vous avez généralement un fichier pour aller voir au niveau de la date, donc la date d'envoi, l'heure d'envoi aussi, donc le sujet, donc il traite quoi, est-ce que ça me concerne ou pas déjà. Donc est-ce que ça vient d'une entreprise avec laquelle je travaille et en quelle langue. Généralement, au Maroc, on travaille, donc généralement c'est bilingue, donc c'est ou bien en français ou en anglais pour les traitements d'email, rarement en arabe. Donc l'attachement, donc les pièces jointes, les liens, et après on va voir ces deux éléments-là, donc tout ce qui concerne les pièces jointes. Donc le contenu, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe, est-ce qu'on utilise des termes qui ne sont pas propres à notre société, à notre contexte. Et puis, bien sûr, la destination. Est-ce que ça m'a été envoyé directement ou bien je suis juste en copie ou bien en copie, je fais partie d'un groupe que je connais ou dont je connais personne. Donc, il faut voir tous ces détails-là pour essayer déjà de classifier l'email comme intéressant ou bien comme strictement à dégager de votre boîte email ou bien à classer au niveau des spams. Et là, encore une fois, je vais revenir par la suite au niveau des spams, parce que le traitement au niveau des
des serveurs, ils diffèrent, mais généralement, le principe reste le même. Donc, quand vous avez un email suspect, quand vous le classez dans les spams, comme vous êtes le premier, puis le deuxième, puis le troisième, et après par la suite, quand vous êtes une vingtaine de personnes à le classer dans le spam, donc par la suite, il y a un robot au niveau du serveur qui va le classer d'une façon automatique, ou bien qui va l'éjecter, ou bien qui va le rejeter d'une façon automatique. Et par la suite, tous vos collègues ne vont pas le recevoir. Ça permet un peu de sécuriser le système d'information et aussi sécuriser les autres personnes qui ne sont pas sensibilisées à la chose. Donc, au niveau des emails, on trouve généralement ces types de pièces jointes. Un lien hypertexte, donc URL. Une pièce jointe, ça peut être un fichier PDF, Word, Excel, etc. Ça peut être un QR code, comme ça peut être le numéro d'un wallet de Bitcoin ou d'une autre monnaie électronique pour verser une somme d'argent dans le cas d'extraction d'argent. Ahmed, vous avez quelque chose à dire? Oui, en fait, l'aspect que je voulais surtout ajouter, c'était par rapport au contenu de l'email. Vous avez parlé de classer en spam. Ça, c'est déjà très bien, mais j'aimerais aussi rappeler que lorsque vous recevez un email douteux et que vous ne sentez pas vraiment que cet email provient de sources fiables, une des premières réactions que vous pouvez avoir, c'est de contacter des personnes compétentes, telles que des informaticiens de votre structure, pour essayer de vous donner plus d'informations. Parce que généralement, dans les emails, on peut les tracer depuis quel serveur c'est revenu en lisant les entêtes d'email. C'est une manière de trouver ça. Et ça vous permet non seulement à vous d'être sûr que c'était bel et bien une tentative de phishing, deuxièmement, de pouvoir la classer en spam comme si Younes vient de le préciser. Et troisièmement, d'avertir vos collègues aussi pour qu'ils soient sensibilisés sur le fait qu'il y a une attaque en cours qui cible bel et bien votre organisation. Donc, c'est surtout sur cet aspect que je voulais mettre un point. Il est toujours bien de notifier une personne compétente. Si, par exemple, ou si vous pensez que l'email vient d'un partenaire, mais vous avez de légers doutes, vous pouvez toujours appeler le partenaire directement au téléphone pour vous en assurer et avoir le cœur net avant de procéder à tout traitement. Donc, c'est toujours si vous voulez, des tips and tricks qu'il faut avoir lorsque vous recevez des emails. C'est toujours important d'avoir ce genre de réflexe. Merci Ahmed. Oui, justement, en ce qui concerne, pour revenir un peu au fil de notre présentation, en ce qui concerne les liens hypertextes, il y a une notion, donc la notion time to click URL, Ahmed va nous en parler tout à l'heure, qui concerne un lien hypertexte. En fait, quand vous cliquez, il va vous envoyer vers un serveur qui va vous rediriger vers un autre. Le problème, c'est que le malfaiteur ne va pas vous envoyer des fois le lien qui va vous rediriger directement vers le serveur où il va exécuter les commandes, mais il va en premier lieu vous rediriger vers un serveur de confiance. Et c'est par la suite qu'il va changer au niveau de ce serveur-là de redirection pour vous rediriger vers un serveur qui va exécuter un code malveillant. Généralement, les systèmes de messagerie actuels ne détectent pas ça. Et c'est à travers d'autres solutions, des solutions de type EDR, donc des solutions endpoints, des antivirus qui intègrent cette fonction-là, qui peuvent détecter ce genre de choses. Donc, je veux juste simplement dire par là que les antivirus tels qu'on les connaissait, donc c'est un peu de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, c'est des antivirus un peu plus intelligents qui intègrent une nouvelle fonction qui est l'EDR, donc qui est Endpoint Detection Response, donc qui va détecter au niveau du lien, qui va le tester avant de vous donner l'accès à ce serveur-là. Donc on va aussi voir que il y a quelque chose. Vous voulez que j'explique déjà le time to click URL ou on avance? Le time to click URL, si vous avez quelque chose à ajouter, pourquoi pas. D'accord. Ben, je dirais que vous avez déjà tout dit. C'est effectivement le time to click URL est géré par les EDR. C'est une nouvelle version des antivirus et elle traite cela sur la base de la réputation. Donc, quand vous recevez l'email avec le lien hypertexte, quand vous cliquez sur le lien hypertexte, l'EDR la renvoie effectivement vers un autre serveur sur lequel elle essaie de traiter la réputation. Mais sachez aussi que l'EDR maintient une base de données en fait
des liens de phishing qui ont été détectés auparavant par votre société d'antivirus. Donc, si par exemple vous utilisez McAfee comme antivirus, l'EDR McAfee maintient aussi un laboratoire de recherche, essaie de détecter des attaques et les renseigne dans ses bases de données. Et si toutefois, avant même, si vous cliquez sur le lien, votre EDR qui est déjà à jour sur votre système essaie de comparer l'URL que vous essayez de joindre et la base de données. S'il y a un match, elle signale directement qu'il s'agit d'une activité malicieuse. Sinon, elle renvoie vers un serveur qui teste la réputation, qui s'assure que, par exemple, ça vient de sources fiables, le certificat a été bien délivré, un certain nombre de paramètres que ça teste avant de vous laisser continuer. Donc, c'est une mesure supplémentaire, effectivement, qui peut protéger contre les fichiers. D'accord. Là, on va voir un peu les QR codes. Donc, la partie QR code que pas mal de personnes négligent. Pourtant, c'est un risque qui devient de plus en plus sérieux. Donc, devant vous, par exemple, il y a 4 QR codes. On ne peut pas distinguer déjà ils vont donner accès à quoi ou bien identifier quoi au juste. Et si on continue, ben, sachez que chaque QR code, c'est une adresse d'un site distinct. Là, j'ai donné l'exemple de TradeSense, le portail institutionnel et le guichet unique. Mais le quatrième, il concerne un site malveillant, par exemple. Et ce site-là va être exploité. Donc, si vous le scannez avec votre téléphone, sans donner de nom de marque, et au niveau de votre téléphone, il y a un navigateur qui a été préinstallé au niveau de votre téléphone, qui n'est pas maintenu à jour, il va justement essayer d'exploiter cette vulnérabilité qui se trouve au niveau de ce navigateur qui n'a pas été mise à jour depuis 2 ou 3 ans, et il va exécuter un code pour essayer de l'exploiter. Donc, il ne faut pas, justement, si on vous montre cet exemple-là, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas tout scanner. Donc, c'est question de sécurité parce que on ne voit rien venir. Donc, on scanne des fois, on a un message, mais on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Ahmed, vous pouvez me dire quelque chose concernant ça? Ok. Effectivement, le QR code est un peu difficile à. Par exemple, ça contient un lien hypertexte, c'est un peu difficile parce que c'est pas comme l'URL qui est directement dans l'email où vous cliquez, c'est plutôt une autre application que vous utilisez pour scanner. Et la particularité avec ça, c'est que même si vous avez un antivirus, l'antivirus n'a pas de capacité. Les EDR aujourd'hui ou les antivirus que vous trouvez sur les téléphones n'ont pas de capacité de détecter un QR code malicieux. Ça la difficulté parce que c'était un code et une fois que l'application lit, ça scanne et depuis l'application précise. Oui, justement, donc les antivirus actuels ne peuvent pas scanner les QR codes contrairement aux liens hypertextes, aux pièces jointes et aux autres. Merci beaucoup. Donc, on continue donc juste avec des exemples. Là, on passe à la partie des exemples et c'est des exemples, je cite, réels. Donc, on veut vous montrer. Donc, on commence avec le premier. Donc, juste si vous vous rappelez bien, donc le contexte des objectifs de phishing. Donc, je vous ai bien dit que la personne va chercher à savoir si votre boîte email ou si la personne qui utilise cette boîte email-là est une personne active. Donc, pourquoi? Justement parce que vous allez être, parce que cette adresse email va être exploitée et va être vendue ou bien pour des raisons de service, de ciblage commercial, ou bien pour une autre personne qui va exploiter cette boîte email comme cible pour essayer de cibler l'entreprise où travaille la personne. Donc, on passe au niveau du deuxième exemple, et celui-là, il essaie d'exploiter la confiance. En fait, c'est un email qui va être envoyé en premier lieu vers la cible, juste pour un peu gagner sa confiance, et va la préparer pour un deuxième email. Donc, la personne va recevoir un deuxième email. Automatiquement, on va se baser sur l'historique, sur un ancien email, donc une notification qu'il avait déjà reçue, et il va compléter le formulaire ou bien il va cliquer sur le lien, ou ça dépend après de ce qu'elle va recevoir comme pièce jointe. Cet email-là, il concerne surtout l'extorsion d'argent.
Donc, la personne va chercher de tromper, d'extorquer de l'argent à sa victime. Donc, elle a déjà mis ici un numéro de wallet pour Bitcoin. Pour elle, déjà, si vous lisez un peu du texte d'email, donc la personne elle se fait passer pour une personne qui a piraté votre adresse email. D'ailleurs, au niveau de l'émetteur, vous allez voir que vous avez reçu votre email, que vous avez reçu cet email depuis votre boîte email. Or, je veux juste citer, il y a des services qui peuvent vous procurer ce type de service-là. Donc, vous pouvez souscrire à des services en ligne où vous pouvez spécifier l'adresse avec l'adresse qui va s'afficher au niveau de votre destinataire. Donc, vous pouvez mettre l'adresse de votre destinataire et mettre ce texte-là pour pouvoir le tromper et pour pouvoir simuler un cas de prise de contrôle de son ordinateur, de son terminal, de prise de contrôle sur ses données et pouvoir lui exporter de l'argent. Sauf que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, c'est juste une tentative, c'est une simulation. Ahmed, vous pouvez me dire quelque chose? Oui, bien sûr. En fait, le fait de pouvoir envoyer un email depuis ces services est surtout lié à une configuration spécifique au niveau des serveurs de messagerie qu'on appelle le SPF, qui est le symbole même de la réputation en matière de messagerie. C'est cette configuration qui indique quels sont les serveurs qui ont le droit d'envoyer des mails, des emails en utilisant votre nom de domaine, comme par exemple portnet.ma. Et aujourd'hui, beaucoup de serveurs sont mal configurés, n'indiquent pas. Donc, si par exemple dans votre organisation, vous n'avez pas bien configuré votre serveur et que vous avez ce problème, quelqu'un pourra bien évidemment souscrire à ce service et vous envoyer un email. Toutefois, si vous avez bien configuré le SPF pour la réputation et que vous n'avez autorisé que vos serveurs à envoyer des emails avec votre nom de domaine, quand quelqu'un essaiera cette attaque, ça va directement tomber dans le spam. Mais oui. voilà. Et quand vous regardez cet email, c'est surtout sur la peur de l'individu qu'il joue. En essayant de le tromper, bien évidemment, comme si Younes l'a dit, il vous décrit qu'il a pu accéder à votre système, qu'il dispose de vos informations confidentielles et il vous donne la possibilité de payer ou de voir vos informations divulguées au grand public. Et là, ça crée une certaine peur à l'individu qui se dit que, ah tiens, si je ne paye pas, j'aurai mes informations ou des trucs privés à moi, des photos, des vidéos qui seront divulguées sur Internet. Mais quand vous prenez le temps de contacter un service technique, quand vous prenez le temps de contacter des personnes qui sont habilitées, ces personnes-là pourront vous dire peut-être que oui, c'est une attaque récurrente et que vous n'avez rien à craindre. Et c'est souvent ces réflexes qui sauvent. Oui, effectivement, Ahmed. En fait, vous pouvez même vous-même avoir accès à des informations concernant les méta. Donc, au niveau d'un volet qu'on va présenter par la suite, là, c'est le cas typique d'une tentative de phishing avec une pièce jointe. La personne, on simule que la personne a gagné $1 million, donc elle doit juste remplir un formulaire qui se trouve au niveau de la pièce jointe. Si on remarque, là déjà, vous avez reçu en copie, donc je ne sais pas combien de personnes ont été copiées pour ce type d'email. Donc ça vous donne déjà une idée. Et il y a des systèmes qui arrivent à détecter ça comme une tentative d'hameçonnage, comme il y a d'autres qui ne peuvent pas le détecter, surtout si c'est une nouvelle vague d'attaque qui vient de démarrer. Et qui cible, surtout si elle cible une entreprise et elle ne cible pas plusieurs en même temps. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi, ça c'est le cas typique d'un email qu'on a reçu de chez l'un de nos clients. Donc, le malfaiteur se fait passer pour les services de facturation de Portnet en utilisant un nom de domaine qui n'a rien à voir avec celui de Portnet. Il adresse l'email en langue anglaise, sauf qu'au niveau de Portnet, on n'utilise pas d'anglais dans les notifications qu'on envoie à nos clients. Au niveau du nom de la société, c'est Portnet SA et c'est pas Portnet Morocco. Le logo, c'est un ancien logo, donc c'est pas le logo actuel. Donc il y a pas mal d'informations qui laissent à suspecter cet email et justement, je vous invite bien sûr
si vous voulez voir votre situation, si vous voulez voir vos factures, à accéder à chaque fois au niveau du guichet unique. Vous avez tout au niveau du guichet unique. Sinon, il y a les services qui peuvent gérer ça. Donc, le FDS, le site de réclamation, c'est pour ça, c'est fait pour vous. Et on vous donne la garantie qu'on va vous répondre dans les plus brefs délais. Donc, voici un exemple d'un email très sophistiqué, celui-là. Donc, à première vue, c'est une pièce jointe, c'est une facture avec un numéro qui ressemble à un PDF, sauf que ce n'est pas justement un PDF. En allant puiser un peu plus profondément, on découvre que c'est un fichier IRA. Donc, déjà, en termes de présentation, on sent que c'est un peu plus sophistiqué que ce qui se fait au niveau des tentatives de phishing. Donc, quand on va récupérer la pièce jointe, on l'a scannée avec environ 61 solutions de sécurité et devinez quoi, seules 11 solutions ont pu détecter que c'était un fichier malveillant. Alors, 50 solutions n'ont rien vu venir. Donc, ça c'est alarmant et ça met un peu la pression au niveau des utilisateurs pour ne pas cliquer sur tout ce qui arrive. Des fois, si ce n'est pas urgent, vous pouvez laisser l'email au moins une journée ou deux, le temps qu'il soit reconnu et que le temps que sa signature soit reconnue par les éditeurs de sécurité, avant de pouvoir le télécharger, surtout s'il y a une solution de sécurité qui n'est pas à la hauteur. Là, je parle de solutions payantes parce que les solutions gratuites n'ont rien à voir en termes de performance avec celles qui sont payantes et surtout avec celles qui sont professionnelles. Donc, c'est deux gammes différentes, c'est deux façons de faire différentes. Donc, on parle aussi de modules. On parle aussi des modules de sécurité intégrés à la solution. Donc, pour une édition grand public, elle n'a rien à voir avec une édition pour les professionnels. Il y aura des fonctionnalités de plus, il y aura des fonctionnalités pour anti-ransomware, pour des trucs comme ça. Donc, je vous oriente, si vous travaillez dans un contexte professionnel, à utiliser des solutions professionnelles. Ahmed, vous voulez dire quelque chose dans ce sens? Bien sûr. Ici, en fait, effectivement, votre recommandation est bonne parce que les avantages que les solutions professionnelles apportent, c'est surtout le maintien derrière, le maintien qui existe, les équipes de recherche qui existent derrière, qui font une mise à jour quotidienne comparativement à des solutions peut-être gratuites qui ne sont pas maintenues en temps réel. Donc, c'est surtout cet avantage qu'il faut voir et c'est vraiment important, comme si Younes l'a dit, d'utiliser des solutions professionnelles qui sont très souvent adaptées au contexte de l'entreprise, qui sont très souvent adaptées au contexte d'un organisme et tout ça. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que une solution professionnelle dans ce genre de situation vaut mieux qu'une solution free ou gratuite ou open source qui n'est pas forcément maintenue chaque fois et qui peut avoir des chances de rater certains trucs. Voilà, c'est surtout ça. D'accord. Pour continuer sur cet exemple, en fait, cet email, on l'a reçu en interne depuis un ancien client, donc il n'est plus actuellement client de Portnet. Donc, il a utilisé le nom de la société, le format de la pièce jointe. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu. Donc, en cherchant au niveau des paramètres, donc vous pouvez accéder à ces paramètres à travers, bien sûr, en développant le bouton avec les 3 points à droite de votre email. Donc, cliquez sur afficher l'original et vous aurez des informations plus détaillées. Donc, vous aurez le nom du serveur et l'adresse IP du serveur depuis lequel cet email vous l'avez reçu. Comme ça, vous pouvez le blacklister au niveau de votre serveur, email. Donc, bien sûr, après avoir demandé ça aux administrateurs ou bien au support. Ou bien, si vous connaissez un peu les adresses IP de vos partenaires avec lesquels vous travaillez, donc les adresses IP des serveurs mail, ça peut vous être utile pour détecter cette tentative-là. Donc voilà, voici aussi un cas typique qui concerne aussi les phishing et qui utilise les macros. Donc Ahmed nous a déjà parlé de ça. Et en fait, les pièces jointes, la majorité des pièces jointes
utilisées pour le phishing, c'est surtout des pièces jointes qui appartiennent à la suite Microsoft Office. Comme on avait dit tout à l'heure, c'est une suite qui est la plus répandue donc, parmi les professionnels en termes d'utilisation. Donc, elle permet d'activer les macros. Donc, au niveau des macros, on peut faire appel en utilisant des liens vers des serveurs pour récupérer des images, pour récupérer des fichiers, pour compléter le fichier en question. Et il faut savoir que depuis 2016, le cas d'attaque utilisant ces types de fichiers-là, il a quadruplé. Donc, ça vous donne un peu une idée du nombre de fichiers qui circulent, du nombre de fichiers utilisant les fichiers de Microsoft Office qui circulent un peu. Donc, Microsoft, ils savent déjà ça, donc ils ne peuvent pas contourner le truc, mais par contre, ils ont mis un avertissement de sécurité, ils désactivent les macros par défaut, donc au niveau des fichiers quand vous les ouvrez. Un scan, la majorité des scans des fichiers ne permettent pas de savoir ça, à part quelques solutions EDR donc, qui intègrent ce qu'on appelle un sandbox. Donc, c'est en quelque sorte une petite machine virtuelle, un petit système donc confiné au niveau de votre ordinateur. Donc, ça communique avec rien du tout. On va mettre le fichier, on va l'exploiter avant de l'ouvrir et ça se passe en un clin d'œil. On parle de quelques millisecondes. C'est des solutions qui coûtent cher. Je vous invite à contacter vos fournisseurs pour demander conseil concernant ce type de solution si vous êtes intéressé et si votre contexte professionnel le permet. Donc, il y a ça. Il y a aussi... Oui, Ahmed, vous voulez dire quelque chose? Oui, par rapport à la solution avec Sandbox, aujourd'hui, vous pouvez contacter effectivement LMPS, même offre des solutions comme ça, telles que McAfee, l'EDR McAfee qui intègre ce type de détection. Donc, vous pouvez contacter notre service sales. Je donne, si Younes, je profite pour donner un peu l'information. C'est le sales@lmps-6group.com pour tous ceux qui sont intéressés. D'accord, vous pouvez l'écrire Oui, dans le Ahmed. chat. Oui, Ahmed. Oui, s'il te plaît, dans ces contextes de corona, de cette épidémie, est-ce que vous avez des mesures qui ont été prises au sein de LMPS Oui. pour donner des offres préférentielles ou des offres gratuites voilà, à vos clients potentiels, comme l'ont fait quelques entreprises? Oui, effectivement, dernièrement, on avait une offre, notre offre préférentielle actuellement est surtout liée au SOC, à notre Security Operations Center, qui est, pour tous ceux qui ne savent pas, le SOC, en fait, c'est une infrastructure de supervision en temps réel. Et au vu du Covid et de l'augmentation grandissante du nombre d'attaques, on propose en fait une offre préférentielle pour votre infrastructure. Ça nous permet de superviser votre infrastructure en temps réel, vos utilisateurs depuis chez eux en temps réel, pour vous remonter toutes les formes d'attaques qui sont dirigées vers votre organisme en fait. Donc, on a surtout axé l'offre préférentielle aujourd'hui à LMPS au niveau de l'aspect SOC. Et je pense qu'il y a eu un email. Si Younes, je ne sais pas si vous avez reçu l'email dans ce sens. Je ne me rappelle pas d'avoir reçu un email concernant les offres SOC, mais j'ai assisté à votre présentation donc, de l'offre SOC. J'ai assisté avec un autre collègue. Donc, c'est pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un SOC, donc c'est un centre de supervision de votre système d'information en temps réel. Il permet de relever toutes les alertes qui concernent des événements qui sont critiques ou bien qu'on soupçonne d'être critiques. Et on vous contacte et on vous aide, on vous accompagne durant tout le process pour essayer de remédier à ce type d'alerte, pour essayer de corriger ces vulnérabilités-là. Donc, ce qu'on peut faire, oui. Donc, Oui. ce qu'on peut faire, c'est que justement, pour les gens qui sont inscrits, on peut partager les coordonnées, on peut partager des Bien informations supplémentaires par email. Donc, moi, j'avais une question, donc je ne sais pas si les experts vont me confirmer. Est-ce que le fait d'éviter de transmettre des fichiers par mail au maximum sous format Word et Excel contribue à notre protection? Au lieu que vous transmettez un fichier Excel, transmettez toujours des fichiers PDF
dans la mesure du possible. Et aussi, au lieu de transmettre des fichiers Excel ou de Word, utilisez les plateformes de collaboration en ligne auxquelles vous êtes inscrit ou qui sont utilisées au sein de votre entreprise. Donc, comme Google Doc, comme Office 365 ou un truc pareil. Donc, il garantit un niveau de sécurité en tout cas meilleur qu'un échange d'un fichier par email. Oui, effectivement, c'est parmi les solutions de contournement, mais ça ne veut pas dire pour autant que qu'on sera vraiment sûr de ne pas de ne pas recevoir des emails de ce genre. D'ailleurs, le dernier exemple que j'ai montré, il limite un peu ce que vous venez de dire. Donc, c'est un fichier apparemment PDF, mais en réalité, c'est un fichier WIRAR. Et essayant de l'ouvrant, on vient d'extraire son contenu. Vous allez tout simplement exécuter le code qui se trouve au niveau de ce fichier-là. C'est vrai qu'avec avec les fichiers Microsoft Office, donc tous les types de fichiers, en les exécutant, on crée ce qu'on appelle des fichiers temporaires. Et des fois, ces fichiers temporaires-là sont des fichiers malveillants, donc ils vont rester au niveau d'un répertoire temporaire. Si vous n'avez pas de solution qui balaye aussi ce type de répertoire, eh bien, ils feront des ravages au niveau de votre système. Ahmed, vous voulez dire quelque chose aussi? Non, non, c'est bon, je pense que vous avez tout dit dans ce truc. Je vous laisse continuer sur cet aspect. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est utiliser avoir cette culture d'éviter d'utiliser le mail et l'échange de fichiers en général pour collaborer entre vous au sein de vos entreprises ou dans votre écosystème, avec vos fournisseurs, avec vos clients, ainsi de suite. Et optez surtout pour les outils de collaboration en ligne. Comme j'ai dit, Office 365 ou Google, la suite Google Business, donc qui permet de partager des documents d'une façon sécurisée, de permettre aussi de travailler d'une façon collaborative sur ces différents documents et d'éviter de les échanger par email. Parce que l'email est très vulnérable, le fait qu'il passe par Internet, c'est jamais sécurisé et qui peut être intercepté même si il s'agit de... C'est ça, je voudrais que vous disiez un mot par rapport à ça. Oui, oui, effectivement. Sauf qu'il y a des emails, on peut les chiffrer, donc de bout en bout, c'est possible de faire ça. Les solutions de sécurité qu'on peut installer au niveau de nos terminaux peuvent scanner le fichier avant de l'envoyer, et de l'autre côté, il peut être scanné avant la réception. C'est vrai qu'il n'y a pas mieux que de privilégier les plateformes professionnelles, donc dans le cloud, pour tout ce qui est G Suite de Google ou bien Office 365 ou autre. Donc, ça reste mieux. Donc, éditer le fichier en ligne, partager-le en ligne, ça reste beaucoup mieux par rapport à tout ce qui est édition, donc client lourd. C'est ça un petit peu ma recommandation et ce que je voulais partager avec vous. Merci. Oui, oui, même en termes de retour d'expérience, on vous recommande de faire ça. Ça permet un peu de... Vous avez aussi la trace de toutes les personnes qui l'ont consulté, qui l'ont modifié. Donc, ça va vous aider pour tout ce qui est traçabilité. Et ça reste aussi à la disposition de tout le monde. Vous n'aurez pas besoin de réouvrir votre adresse email, de chercher la pièce jointe alors qu'elle est déjà partagée avec vous au niveau du cloud. Donc, c'est une recommandation parmi d'autres. Donc, concernant les mesures et les bonnes pratiques à adopter, vous pouvez bien sûr avoir accès au serveur source, donc le serveur qui vous a envoyé ce phishing pour pouvoir remonter l'information aux services concernés, donc en interne, que ce soit le support ou bien les administrateurs système. Donc, en développant les trois petits points, en ce qui concerne la plateforme de Google, donc Gmail, c'est ça, donc c'est comme ça, donc c'est affiché. Donc, vous allez avoir en quelque sorte ce petit charabia, ça ne va pas vous faire peur, d'accord? Le fichier se trouve ici, donc au niveau de l'SIG, donc form, vous avez et le nom du serveur et son adresse IP ici, je l'ai inscrit parce que c'est un serveur légitime. Donc là, voilà, donc vous pouvez faire ça vous-même.
Sinon, si vous n'arrivez pas, vous trouvez que c'est plus complexe ou si vous si vous travaillez sur d'autres systèmes, vous pouvez toujours demander au support ou bien aux administrateurs système pour vous aider pour ce genre de manipulation. En ce qui concerne la suite Outlook, donc en ligne, donc c'est comme ça, c'est un peu le même contexte. Donc, il faut développer au niveau de votre email, aller vers afficher la source message et vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, vous avez à peu près le même leader, donc le même format de leader ici. Et vous pouvez définir ou bien identifier la personne qui vous a envoyé l'email en question. Si vous utilisez par exemple le site Outlook au niveau de votre ordinateur, c'est la plus répandue, c'est pour ça que je l'ai mis. Donc vous pouvez ajouter, il faudra avoir un message option, mais si vous ne l'avez pas au niveau de votre barre d'outils, il suffit de l'ajouter comme ça. Et par la suite, vous aurez une fenêtre comme ça. Donc il suffit juste de sélectionner, donc, comme j'ai dit, l'email en question et d'aller cliquer sur l'option et ou bien la propriété du message et vous aurez une fenêtre. Ce que vous cherchez se trouve à ce niveau-là. Donc, vous aurez tout ça. Vous pouvez le copier au niveau d'un bloc-notes ou bien le transférer directement à votre support ou votre administrateur système pour pouvoir bloquer la source si vous avez un système classique qui ne permet pas de faire. Donc, les recommandations, bien sûr, c'est toujours maintenir votre navigateur à jour. Vos systèmes d'exploitation et bien sûr votre solution de sécurité, surtout si c'est une solution qui requiert une connexion à un serveur qui se trouve en local. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de souscrire à des services cloud, donc vous pouvez avoir un agent et qui contacte un serveur qui se trouve au niveau du cloud, donc vous n'avez pas besoin d'aller vers votre site où vous travaillez pour faire la mise à jour, pour récupérer les nouvelles signatures. Mais nous insistons sur le fait qu'il faut toujours faire vos mises à jour, surtout celles qui concernent les navigateurs, les systèmes d'exploitation, parce que c'est le premier vecteur d'attaque vient justement pour cibler ces systèmes-là, pour cibler ces navigateurs-là. Donc, et par la suite, il pourra peut-être s'attaquer au reste du système d'information dans sa totalité. Et là, bien sûr, ça dépend du code, ça dépend de là où vous travaillez. Si vous travaillez dans un département qui est bien configuré, donc il y a bien une configuration, un configuration des terminaux, ou bien si vous travaillez dans un contexte horizontal où toutes les machines sont les contraires, là, c'est encore plus flagrant. Ahmed, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais surtout insister pour la mise à jour sécurité, c'est vraiment important. Et juste rappeler que oui, souvent on rencontre des cas comme sur des systèmes Windows où les utilisateurs trouvent que ça prend trop de temps, ça fait que de démarrer la machine. Mais je trouve que c'est important, même le soir chez vous, ou peut-être le soir en train de lancer cette mise à jour, vous avez généralement l'option, quand vous essayez d'éteindre ou d'arrêter le système, où on vous demande d'arrêter de mettre à jour ou redémarrer et mettre à jour. Vous pouvez choisir l'une des options quand vous avez fini de travailler. Si jamais c'est un PC de bureau, sinon si c'est votre PC personnel à la maison, vous pouvez le brancher peut-être dans votre bureau, vous lancez la mise à jour et ensuite vous le récupérez le lendemain matin, déjà redémarré et à jour. C'est très important surtout. Et sachez que ces fournisseurs de services, ces organismes qui développent des solutions, les entreprises qui fournissent des logiciels, essaient de maintenir leurs applications et leurs systèmes d'exploitation à jour pour tout simplement vous protéger contre des attaques de phishing. Et si on revient par exemple à l'exemple des macros, Microsoft a mis plein de mesures. Normalement, même vous allez rencontrer aujourd'hui d'autres personnes qui ne vont pas certainement pas voir l'option, l'avertissement de sécurité parce que oui, ils n'ont pas mis leur suite Office à jour. Parce que Microsoft, dès qu'ils ont détecté, ils ont inclus une mise à jour qui vous permet d'afficher les avertissements. Et donc, je recommande beaucoup les mises à jour. Plutôt. Je pense que c'est le point important. N'oubliez surtout pas de garder l'antivirus à jour. Journalièrement, il faut vous assurer qu'il est bien à jour. Et aujourd'hui, la facilité avec le GDR, c'est que le système de mise à jour est centralisé. Vous avez un serveur qui collecte les mises à jour et qui les distribue sur tous les agents. Donc, c'est toujours bien de veiller à ça aussi. Merci, oui, merci beaucoup, Ahmed. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est justement par rapport à cette question de mise à jour, il faut vraiment être accro, même par rapport à ses outils personnels. Les laisser allumer le soir, justement,
parce que pour ne pas justement encombrer votre Wi-Fi ou votre connexion chez vous, et les maintenir toujours à jour. Quand vous recevez une notification de mise à jour, sachez que c'est une alerte de sécurité. C'est que votre système est d'ores et déjà vulnérable. Quand vous recevez une notification de mise à jour sur votre téléphone, sur votre ordinateur, pour une appli sur téléphone, c'est toujours un risque de sécurité qui est d'ores et déjà là et que tant que cette mise à jour n'est pas faite, vous êtes vulnérable par rapport à peut-être un exploit qui est possible sur votre ordinateur ou sur votre téléphone ou sur votre application. Donc, il faut vraiment faire les mises à jour le plus rapidement possible et veiller à ce que chaque soir, vos outils électroniques soient mis à jour. Parce que tout le temps, des corrections se font par rapport à ça. Et la deuxième chose que je voudrais dire, justement sous le contrôle des experts, c'est qu'il faut se douter des outils gratuits. Et tout ce qui est gratuit, dès que vous avez un truc que vous recevez gratuitement, une souscription gratuite, un abonnement gratuit, une offre gratuite pour utiliser un outil gratuit, sachez que derrière, il faut faire très très attention pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de sécurité derrière, de partage de données, et même par rapport aux outils de messagerie, par rapport aux trucs qu'on peut faire rapidement l'entreprise, quand vous parlez avec votre IT manager, il va vous dire c'est très simple, on va mettre un outil gratuit. Il faut se douter de ça parce que derrière, il y a des failles de sécurité. Il faut faire énormément d'efforts pour que ces outils gratuits soient mis à jour. Et aujourd'hui, le cloud permet d'accéder à des outils professionnels, mais à un prix très, 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 très abordable et avoir des trucs clés en main. Quand on a une adresse de messagerie cloud professionnelle, pas gratuite, ça suppose, quand on fait le bon choix, qu'il y a des outils de filtrage derrière, qu'il y a des antivirus derrière, qu'il y a des services des SOC derrière qui vont contrôler, ainsi de suite. Pareil, quand on a une solution de gestion cloud ou n'importe quel outil en cloud. Donc, quand on accède à des trucs gratuits, il faut faire très attention. Et il faut rester très, très, très vigilant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Ahmed et Younes. Je suis tout à fait d'accord. Donc, je voudrais juste ajouter que les outils gratuits, il y en a il y a deux types. Il y a les outils gratuits que les sociétés vous offrent. Donc, vous pouvez utiliser, sachant que il y a d'autres versions qui sont payantes et qui englobent d'autres modules, donc qui sont plus efficaces par rapport à ce que vous avez déjà. Et il y a aussi l'open source qui est autre chose, qui n'a rien à voir. C'est pas des sociétés, c'est des communautés, c'est des gens qui collectent des fonds pour travailler sur des projets, sur des solutions et aussi pour les maintenir à jour. Donc, généralement, les solutions open source, ou bien ils sont maintenus à jour, donc c'est des communautés qui sont connues, c'est des gens qui sont connus qui travaillent sur ça et qui l'utilisent au quotidien. Donc, ils l'ont développé suite à un besoin, donc ils ont eu. Oui, par rapport à ça, Younes, par rapport aux solutions open source, qui peuvent être bien, mais qui nécessitent un effort et une expertise au sein de l'usager, au sein de l'entreprise pour les maintenir à jour, parce que des versions qui deviennent très vulnérables, parce que des versions qui deviennent. C'est pour ça que je dis que ce qui est gratuit, euh, pas forcément pas bien, mais il faut faire très très attention pour avoir un arsenal derrière pour sécuriser. Il faut avoir des connaissances, il faut avoir des bagages, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir des ressources pour pouvoir le maintenir à jour et comprendre un petit peu, suivre ce qui se passe au niveau de la communauté et s'assurer qu'on est toujours sécurisé. Oui, tout à fait. Donc, j'allais dire aussi que cette communauté-là, donc, elle ne va pas assurer le support. Donc, il faut savoir ça. Donc, contrairement à un éditeur classique qui va vous vendre sa solution, eux, ils ne vont pas assurer le support. Ça veut dire que si vous avez un problème, vous vous débrouillez vous-même. Mais généralement, il y a deux types, comme je l'ai dit, deux types de communautés. Celles qui travaillent en continu sur la solution, qui va la maintenir un jour. L'exemple de Firefox. Firefox, c'est un navigateur. Donc, un navigateur parmi les plus sûrs dans le monde de l'IT et il est toujours maintenu à jour par sa communauté. Et il y a d'autres navigateurs qui vont être par la suite abandonnés suite à un manque de fonds. Du coup, les gens ne savent pas ce qui se passe derrière. Ils vont remarquer qu'il y a de moins en moins de mise à jour et ça veut dire automatiquement que la solution, généralement, elle est de plus en plus exposée à un risque et aux vulnérabilités récentes.
Donc, cette analyse de risque que vous devez faire. Même moi, personnellement, je vous oriente vers des solutions payantes parce qu'il y a un support derrière, parce que vous avez un suivi. Si vous avez un problème, vous pouvez ouvrir les tickets, vous pouvez demander remboursement. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez quelque chose à dire, Ahmed. Non, je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai bien écouté. Effectivement, c'est surtout ça. Et j'aimerais encore revenir sur les logiciels libres, les logiciels open source. La plus grande difficulté, c'est surtout de maintenir, puisque c'est des communautés qui essaient de réunir des fonds. C'est souvent très difficile de garder les solutions à jour. Souvent, ils ont même les connaissances des vulnérabilités 0D, comme si Younes l'a déjà expliqué auparavant, qui sont des vulnérabilités dont on n'a pas encore installé de patch, mais ils n'arrivent pas à déployer un patch faute de moyens, peut-être faute de personnes qu'ils retrouvent dans la communauté pour pouvoir intégrer ces et mettre à jour. Donc, ça peut vous exposer pendant un certain temps, comparativement à une solution professionnelle qui, oui, dès que l'information est remontée, ils travaillent ardemment à réparer, à mettre à jour, à maintenir, à corriger la vulnérabilité pour que vous soyez sécurisé. Donc, c'est surtout ça. D'accord, merci. Avant de tourner cette page, je voulais juste citer deux choses. Il y a pas mal de vulnérabilités au niveau de l'application Zoom actuellement. C'est l'application la plus utilisée dans le contexte académique pour organiser des classrooms. Il y a une solution qui commence à percer aujourd'hui, c'est la solution Jitsi, si vous connaissez, et elle est open source. Pour l'instant, elle est gratuite, bien sûr, et elle est à jour, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle va le rester. D'accord? Oui, Younes, juste Oui. pour Zoom, j'ai vu que les vulnérabilités ont été corrigées. J'ai reçu un truc le lundi. Je ne sais pas si vous pouvez le confirmer ou Ahmed pourrait le confirmer. Vous avez... Oui. Allez-y, allez-y. En fait, il y a tous les jours, je reçois, donc à travers une veille, je détecte qu'il y a une nouvelle faille qui vient d'être découverte. Donc, à chaque fois qu'il colmate une vulnérabilité, il y a une autre qui apparaît. Je ne sais pas sincèrement. Au début, en tout cas, je pense que c'est. Oui. Oui, je pense que c'est dû au fait qu'il n'y a pas de chiffrage de bout en bout. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que vous avez une application, il n'y a aucune application qui est parfaite, où il n'y a pas de vulnérabilité. Il y avait des vulnérabilités qui risquent d'apparaître de temps en temps. Il faut rester vraiment à l'écoute quand il y a des choses qui sortent dans ce sens et veiller surtout à la bonne utilisation. Le fait qu'il y a une vulnérabilité sur Zoom, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent sans mettre le mot de passe de la réunion ou l'utiliser sur un ordinateur Windows, Microsoft qui est non mis à jour, ainsi de suite. Il faut toujours contextualiser la vulnérabilité par rapport à l'environnement propice à son exploitation. Tu peux dire un mot par rapport à ça, Ahmed? Une vulnérabilité, ça veut dire que l'outil n'est pas bon, mais vulnérabilité veut dire des fois que l'outil, quand il est utilisé dans des conditions bien particulières, dans un environnement bien particulier, la vulnérabilité peut générer un exploit, peut générer un problème par rapport à son usage. Oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, une vulnérabilité ne veut pas forcément dire que vous êtes effectivement exposé. L'exploit qui peut résulter d'une vulnérabilité est surtout lié au contexte d'utilisation. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez Zoom, effectivement, il y a eu plusieurs vulnérabilités qui sont apparues dans Zoom, mais vous pouvez trouver quelqu'un qui les utilise sans pour autant être exposé à jamais. Une des vulnérabilités consistait, par exemple, à lorsque vous collez un chemin, elle renvoie votre mot de passe et votre nom d'utilisateur sous format de hash à l'attaquant. Mais si toutefois vous utilisez Zoom sans pour autant écrire de message, vous n'êtes pas affecté par cela. L'autre vulnérabilité, comme vous l'avez dit, c'est le chiffrement de bout en bout. Le chiffrement de bout en bout aujourd'hui, c'est quoi? Si vous utilisez Zoom dans un endroit public ou à la maison et que votre Wi-Fi n'est pas bien sécurisé et que quelqu'un d'autre arrive à se connecter sur ce portail Wi-Fi avec vous, il peut intercepter la communication entre votre ordinateur et vos autres différents interlocuteurs et bien évidemment le serveur de Zoom. Mais si vous êtes seul sur votre 4G et que vous êtes le seul à utiliser, il y a une faible probabilité que vous puissiez être affecté. Toutefois, il est recommandé de ne pas utiliser Zoom parce qu'on a identifié effectivement ces vulnérabilités et tant qu'elles ne sont pas corrigées. Donc, ce n'est pas pour dire que l'application effectivement n'est pas fiable, mais les vulnérabilités peuvent être exploitées dans des contextes précis.
Et c'est surtout pour ça qu'il faut les tenir à jour et faire un suivi. Et encore pour ça, je rappelle, pour pouvoir faire le suivi des vulnérabilités, il est important pour tout organisme de s'abonner à un organisme de CERT, de Computer Emergency Response Team. Donc, Computer Emergency Response Team, c'est un service en fait qui parcourt les applications, qui parcourt les éditeurs, qui remonte les vulnérabilités que ces éditeurs ont rendues publiques et qui vous les communique en temps réel. C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui on dit qu'il y a une vulnérabilité qui existe sur Firefox, vous allez tout simplement recevoir un email qui vous dit la vulnérabilité qui existe sur Firefox, quelles sont les mesures à prendre, est-ce qu'il faut mettre à jour, est-ce qu'il faut désinstaller l'application, est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser l'application en attendant qu'on puisse déployer un patch. Un patch, c'est surtout le correctif qui corrige la vulnérabilité. Oui, une question complémentaire par rapport à ça, Ahmed. On est dans un contexte en fait, surtout par rapport à notre écosystème, énormément de PME, de toutes petites entreprises. Oui. Donc, quelle est la démarche la plus saine, justement, pour avoir un abonnement de ce sorte? Les PME, les TPE n'ont pas les moyens de s'abonner probablement à un SOC ou des outils qui sont chers. Comment on peut avoir un outil, par exemple, ou un service qui soit à l'usage, qui soit adapté au contexte de l'entreprise, de nombre d'usagers dans l'entreprise et qui ne va pas peser lourd sur le budget de l'entreprise, surtout quand il s'agit d'une toute petite entreprise? Oui, bien sûr. Par exemple, LMPS aujourd'hui peut vous offrir cette possibilité. Nous offrons cette possibilité déjà à des clients qui ont cette taille, effectivement, de petites entreprises. On vous demande les vulnérabilités. Vous allez avoir des bulletins chaque semaine. Vous allez avoir aussi des bulletins mensuels qui décrivent un peu les scénarios d'attaque qui peuvent cibler une zone comme le Maroc. Par exemple, si vous êtes un client, une petite entreprise qui est au Maroc, ça veut dire qu'on vous fait un chiffrement. On vous réduit le prix selon la taille de votre... Le forfait ici est surtout adapté selon la taille de votre entreprise. Et justement, pour mieux éclaircir la question, si vous sentez que vous êtes une petite structure, que vous êtes une PME, vous n'avez pas le budget nécessaire, il est préférable de vous approcher vers des cabinets comme LMPS qui peuvent comprendre le contexte par rapport à un CERT grandiose comme CERT US ou l'ANSI de France ou le CERTMA qui peut-être n'ont pas une offre calquée sur le modèle d'entreprise, mais une offre générique que tout le monde, un abonnement qui est déjà prédéfini. Donc, c'est comme ça que vous pouvez avoir cela. Et l'avantage avec ce genre de service, c'est qu'on va vous faire une offre adaptée surtout à votre entreprise. Est-ce que vous êtes dans quel domaine vous évoluez exactement? Est-ce que vous êtes dans l'industrie, dans le commerce, dans l'aéroportière, donc ça, les vulnérabilités et tout ce qui vous sera remonté, tous les bulletins seront plutôt axés sur vos... Et aussi par rapport aux outils que vous utilisez. Oui, aujourd'hui, nous récoltons les informations de plusieurs sources. Nous avons des analystes qui font ça en temps réel. Et c'est vraiment un travail à la fois à moitié manuel et à moitié automatisé. La partie automatisée revient des bulletins que nous retrouvons chez les éditeurs majoritairement. Donc, nous avons un suivi régulier qui nous permet de savoir quand est-ce qu'un éditeur va faire sortir des vulnérabilités qui le concernent, quand est-ce qu'une vulnérabilité. Et nous visitons aussi, par exemple, le dark web pour essayer de voir s'il y a des informations et tout. Nous récoltons ces informations, ensuite nous les dispatchons aux clients. Et l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que nous pouvons même adapter ces bulletins selon les solutions dont vous disposez. Donc, elles peuvent être solution-based. Supposons que vous ayez des bases de données Oracle, vous avez que des suites Cisco ou des routeurs Cisco. On peut récolter les informations de tout cet ensemble d'équipements dont vous disposez dans votre parc ici. Et ensuite, à chaque fois qu'une vulnérabilité qui est signalée sur un des équipements qui vous concerne, on vous l'envoie. Et ça, c'est encore plus adapté par rapport à certainement qui vous enverra une vulnérabilité qui concerne même des outils que vous n'utilisez pas. Et ça risque peut-être de vous charger, vous risquez de recevoir plusieurs mails dans le mois ou plusieurs mails dans la semaine que vous n'arrivez pas à filtrer. Alors que quand vous avez des mails que vous recevez qui sont uniquement adaptés aux solutions que vous avez, ça vous permet de facilement filtrer. Et chaque fois que vous avez une solution nouvelle que vous avez acquise, comme Zoom, si par exemple vous avez créé un portail Zoom et que vous commencez à utiliser un domaine Zoom, vous signalez juste que vous utilisez Zoom et dès qu'il y aura une vulnérabilité comme les vulnérabilités qui ont été décelées sur Zoom, nous allons vous faire un bulletin, nous allons vous expliquer comment vous protéger, vous donner certainement une alternative, le temps que ça soit corrigé au niveau de Zoom.
Très bien. Je pense, D'accord. merci beaucoup Ahmed pour cette réponse très riche, très détaillée. Moi, je pense qu'on arrive un peu en fait, le temps qui est réservé à cette conférence est presque écoulé. Il nous reste 10 minutes si on prend en considération le retard de commencement. Donc, ce que je propose, Younes et Ahmed, c'est qu'on puisse conclure rapidement en 1 minute Oui, et qu'on oui, donne la bien sûr. possibilité aux personnes de poser des questions si on a pendant les 10 prochaines minutes. D'accord, juste pour continuer sur les bonnes pratiques, là, je m'adresse aux professionnels. Donc, si vous avez des serveurs email qui se trouvent, que ce soit on-premise ou bien sur le cloud, il y a toujours des modules et des solutions de sécurité donc adaptées à vos serveurs de messagerie, que ce soit dans le cloud ou bien on-premise, qui permettent de scanner ces emails-là, de scanner d'avoir un filtre anti-spam de dernière génération, de scanner les pièces jointes, etc. Et la personne qui va recevoir votre email, ou bien si vous recevez un email depuis l'extérieur, vous aurez en signature la confirmation de l'éditeur comme quoi l'email et la pièce jointe attachée à l'email sont bien sûrs, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, je vous oriente vers vos fournisseurs si vous êtes intéressé par ces solutions-là. Donc, il y en a plusieurs, surtout celles qui concernent les grands éditeurs de sécurité, donc sans faire du pub. Donc, on passe. Je vous oriente aussi vers vos supports et vos administrateurs systèmes respectifs. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous voulez être assisté dans tout ce qui relève de la sécurité et surtout du phishing, donc ils pourront vous aider, ils sont bien initiés dans ce sens-là. En ce qui concerne Portnet, si jamais vous recevez un email qui ressemble aux exemples qu'on a cités et qui concerne votre activité vis-à-vis de votre fournisseur de services Portnet, on vous oriente vers le site de réclamation ou bien vous pouvez nous contacter par téléphone. Donc, il y a toute une plateforme de helpdesk à votre disposition et on vous donne la garantie que vous serez servi et que vous aurez une réponse à vos questions dans les plus brefs délais. Donc, voilà, en ce qui concerne Portnet. Oui, Younes, Oui. si tu reviens au slide précédent, je voudrais juste corriger l'adresse de la plateforme de réclamation. Il n'y a pas de W. C'est juste réclamation.portnet.ma. Donc, c'est https réclamation.portnet.ma. Effectivement, moi j'avais enlevé le HTTPS et il a ajouté les 3W automatiquement. D'accord, Donc, très bien. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut conclure et passer aux bien sûr, questions-réponses? bien sûr. Voilà. Maintenant, place aux questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou bien à travers le chat. Donc, voilà, à vous. Alors, pour poser une question, vous sélectionnez l'icône du bonhomme là que vous avez au milieu de l'écran en bas et il y a le volet participant qui va s'activer. Et là, vous avez la possibilité, en pointant la souris entre votre nom et le micro, d'activer une main. En cliquant, vous activez une main et vous posez une question. Comme ça, on sait que vous voulez poser une question, on vous donne le micro. Donc, sinon, vous avez la possibilité toujours de réagir par un message au niveau du chat. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou tout a été clair. Ahmed, en attendant une question des invités, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose concernant les solutions ou bien les modules de sécurité pour les serveurs mail, dédiés aux serveurs mail, que ce soit en cloud ou bien premise? D'accord. Aujourd'hui, les solutions de sécurité qui sont dédiées aux serveurs de messagerie, c'est surtout les anti-spam. Vous avez des anti-spam qu'il faut intégrer. Vous avez plusieurs technologies d'anti-spam que vous pouvez intégrer. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez que j'énumère des solutions précises ou... Non, pas forcément. Juste les avantages par rapport à un serveur sans ces solutions-là, qui n'intègrent pas ces solutions-là, un serveur classique. D'accord. Donc, les avantages par rapport à une solution, un serveur de messagerie avec anti-spam et sans anti-spam, c'est que celui qui intègre l'anti-spam peut directement analyser les mails. Vous savez que généralement, les mails de phishing, les mails ont un contenu spécifique.
Par exemple, quand je prends le cas de votre email qui venait de la même adresse email que le récipiendaire, il y a un contenu spécifique qui est derrière, dans le raw du mail, dans la donnée brute de l'email. Et l'avantage de l'anti-spam, c'est qu'il peut déjà détecter ce genre d'email et les classer comme des spams, comparativement à un serveur de messagerie sans anti-spam qui laissera ce type de mail aller dans la boîte de réception. Ensuite, le deuxième aspect que vous pouvez avoir, c'est sur les antivirus. Il faut toujours une solution d'antivirus sur son serveur, notamment pour analyser les pièces jointes. Dès que vous recevez une pièce jointe, dès que la pièce jointe est dans le répertoire, la solution antivirale qui est disponible sur le serveur peut scanner cette pièce jointe et déterminer si elle est malicieuse ou pas. Et elle peut notamment, bien évidemment, notifier l'administrateur de la plateforme pour pouvoir la supprimer ou pouvoir notifier l'utilisateur final ou même bloquer l'email sans que l'utilisateur final ne reçoive ce genre d'email. Vous avez encore, à part ces deux solutions, vous pouvez intégrer, en plus de la solution antivirale, un EDR aussi, qui peut ouvrir le contenu des emails. Maintenant, là, c'est assez complexe parce que ça va dépendre des permissions que vous avez données de lecture. Parce que pour pouvoir faire cette interaction, il va falloir que l'utilisateur qui exécute l'EDR sur le serveur puisse avoir accès au contenu de l'email, puisse chercher à travers les emails, les liens hypertextes, les visiter pour connaître leur réputation. D'accord, d'accord. Très bien. Je ne sais pas, beaucoup. Younes, si tu vois des questions qui Non, se posent, non? Il n'y a pas. Donc, soit tout est clair, très clair, soit rien n'est clair. Rien n'est clair, oui. Donc, vous avez la possibilité même de réagir en souriant, en mettant des applaudissements. Vous avez la possibilité au niveau de la même rubrique participant en bas de lever la main. À côté de lever la main, vous avez la possibilité aussi de faire ça. Donc, il ne me reste que de remercier nos experts pour ce beau séminaire, ces explications. Personnellement, j'ai beaucoup appris sur le phishing, sur les bonnes pratiques de protection, sur les choses auxquelles il faut faire attention. Merci beaucoup, Ahmed. Merci beaucoup, Younes, pour ce séminaire. Donc, et on vous donne rendez-vous pour un prochain. Vous aurez la possibilité de réagir aussi par rapport à l'enquête de satisfaction par rapport à ce séminaire. Un mail, vous allez recevoir un truc quand vous voulez vous déconnecter pour renseigner votre feedback. Et n'hésitez pas, si vous avez des propositions de sujets que vous voudriez qu'on traite au niveau de nos prochains séminaires pour notre écosystème, on fera le nécessaire, soit les traiter avec nos experts au sein de Portnet SA, soit faire appel comme aujourd'hui à nos partenaires, à des experts de l'écosystème de Portnet. Ça nous fera toujours plaisir de vous accompagner, et surtout dans cette période. Merci beaucoup à vous. Donc voilà, et je vous souhaite une très très bonne journée. Donc Younes, tu peux couper. Merci également et très bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci Ahmed. Merci, au revoir.